Bonjour à toutes et à tous. Donc, Luc Robet, je suis le fondateur de la société Oxygène. À la base, je suis ingénieur en efficacité énergétique et je suis accompagné du coup de Tristan. Bonjour à toutes et tous, je suis donc Tristan Biens, je m'occupe d'accompagner les clients dans la mise en place de leur stratégie bas carbone. Je suis également ingénieur en efficacité énergétique de formation et également spécialisé donc sur la thématique bas carbone. Alors, Oxygène, qui sommes-nous? Nous sommes une société qui est basée à Nantes. Nous sommes spécialisés en maîtrise de l'énergie. Alors la maîtrise de l'énergie, c'est quoi? Chez nous, on la décline en 3 activités. Première activité, la business unit bas carbone. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va accompagner nos clients à structurer leur démarche bas carbone. Qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder les émissions de CO2 qui vont composer leur entreprise sur leurs activités ou les métiers que l'on retrouve. Deuxième activité, l'efficacité énergétique. Là, on va regarder plutôt le volume de kilowattheures consommés facturé par l'entreprise pour réduire ce volume de kilowattheures. Sur ces 2 activités-là, on a 2 façons de faire. La première façon, c'est plutôt la philosophie Oxygène, c'est de mettre à disposition un carbon manager ou un energy manager dans les entreprises qui ne seraient pas structurés ou staffés en interne pour pouvoir animer ces sujets-là. C'est hyper important, c'est-à-dire que quand tu veux mettre en place une stratégie bas carbone, si tu n'as pas les compétences ou si tu n'as pas une équipe spécialisée là-dessus, c'est difficile de mettre en œuvre efficacement des actions et avancer concrètement sur ces sujets-là. C'est pour ça que chez Oxygène, nous avons pris le parti de mettre à disposition des compétences. Un chef de projet a passé 10, 20, 30, 40% de son temps dans les entreprises, au sein des équipes, pour animer le sujet pour le client. Deuxième façon de faire, c'est plutôt une façon beaucoup plus classique qu'on va retrouver chez des bureaux d'études ou des cabinets de conseil. Vous avez besoin d'un bilan carbone, on va vous réaliser votre bilan carbone, vous mettre en œuvre quelques actions, vous remettre ce bilan carbone, et c'est à vous de dupliquer ou mettre en œuvre ces actions chez vous. Ou un projet photovoltaïque, vous avez un projet photovoltaïque, on va faire l'étude de faisabilité, l'appel d'offres, suivre les travaux, les KPI derrière, etc. etc. Voilà. Troisième activité, ce que je dis souvent, c'est que pour bien maîtriser ses consommations d'énergie, il faut aussi savoir bien les acheter, et encore plus dans le contexte actuel. Là aussi, on a 2 façons de faire. Soit tu es un gros consommateur, et donc là, on va plutôt structurer ta stratégie d'achat, donc stratégie d'appel d'offres et d'acte d'achat. Ou alors, tu es un plus petit consommateur, tu n'es pas attractif auprès des fournisseurs d'énergie, et donc là, on va te dire, ok, déléguez-nous la gestion de vos contrats, on va vous mutualiser vos achats avec d'autres entreprises qui auront votre taille, et puis là, vous allez devenir attractif auprès des fournisseurs d'énergie, bénéficier de mécaniques d'achat différentes que tu n'aurais pas si tu avais acheté seul, et également de services associés. Ça, c'est un point hyper important. Voilà pour la présentation de l'entreprise. On est une équipe aujourd'hui de 7 personnes, plutôt une entreprise en croissance. On a 3 ans d'activité. Et voilà. Je vais laisser la parole à Tristan qui va justement vous décliner un petit peu le sujet du jour. C'est quel est l'intérêt de mettre en œuvre une stratégie bas carbone dans ton entreprise. C'est vraiment un sujet hyper intéressant, notamment en matière de stratégie. Ça vous oblige aussi à prendre de la hauteur sur ce que vous faites, comment vous le faites. Et donc là, je vais laisser la parole à Tristan et je reprendrai le micro pour faire un petit focus sur les actions énergie pure et dure. Voilà. Merci Luc. Alors, le sujet du jour, du coup, c'est comment mettre en place une stratégie bas carbone et quels sont les bienfaits de mettre en place dans votre entreprise une stratégie bas carbone. Donc, on va voir plusieurs enjeux, notamment dans un premier temps un enjeu planétaire et donc un enjeu climatique. Nous, on aime bien chez Oxygène présenter, quand on parle du contexte climatique, de présenter sous forme de baignoire. En fait, l'eau qui est présente dans cette baignoire, c'est le dioxyde de carbone qui est présent dans l'atmosphère. Et donc, vous voyez ici le niveau de notre baignoire avant l'ère pré-industrielle, donc avant 1850, qui augmentait petit à petit. Et ensuite, après l'ère pré-industrielle, on a eu le niveau de notre baignoire qui a augmenté considérablement, notamment dû aux émissions. Donc, on a un robinet qui, du coup, via les émissions anthropiques, ça va être les émissions qui sont faites par l'homme, donc combustion d'énergie fossile, technique agricole. Et vous avez bien heureusement dans notre baignoire un siphon qui correspond à la compensation carbone. Donc toutes les émissions qui vont être soit compensées par la main de l'homme, donc la reforestation, les techniques de capture de CO2 qui se développent de plus en plus. Et vous avez heureusement les émissions qui vont être compensées naturellement par les puits de carbone, forêts, océans. Vous m'entendez? Ouais, c'est bon, okay. Par les émissions qui vont être compensées naturellement.
Pourquoi je vous parle de ça? Par rapport à nos niveaux de notre baignoire, lors notamment de la COP21 et de la signature des accords de Paris en 2015, il y a eu du coup l'objectif qui a pour but de ne pas dépasser l'augmentation de la température à plus de 2 degrés à la surface de la planète. Et pour cela, actuellement on est entre 1 et 1,5. L'objectif, ça va être donc de réduire le débit de notre robinet, donc diminuer les émissions que l'on va générer et augmenter la taille de notre siphon pour arriver à ce qu'on appelle la neutralité carbone. Donc ça, c'est vraiment le contexte climatique actuel. Grâce à ça, donc les pays comme par exemple les pays européens ou la France mettent en place des objectifs. Donc là, l'objectif via le cadre européen énergie climat est de réduire de moins 55% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Et la SNBC, qui est la stratégie nationale bas carbone, a pour but de réduire également les émissions, alors en les divisant par 6, mais également un objectif d'atteindre la neutralité carbone, je vous en ai parlé juste avant, d'ici 2050, avec une base pour les deux objectifs, base 1990. Donc là, avant, on est sur 40 ans, et là, on est du coup sur 60 ans pour atteindre ces objectifs. Une fois qu'on a ces éléments, avec notamment le contexte climatique qui est un enjeu majeur, hein, le changement climatique, c'est important de le souligner, les entreprises, donc déjà les pays, les entreprises se lancent dans des stratégies bas carbone. Donc vos besoins vont être multiples, et c'est pour ça que je vais vous préciser un peu ce que c'est qu'une stratégie bas carbone par la suite, mais dans un premier temps, ça va être de connaître les émissions de votre activité. C'est important de pouvoir vraiment mesurer via la réalisation d'un bilan carbone, je vais y revenir par la suite, connaître vos émissions. Ensuite, vous pourrez par cela valoriser votre démarche environnementale auprès de vos clients par divers moyens qu'on va également balayer dans cette présentation. Et enfin, vous pourrez bien évidemment mettre en œuvre, en avant, vos projets vertueux par rapport à cette stratégie bas carbone. Qu'est-ce qu'une stratégie bas carbone? Et une question déjà au préalable par rapport à vous qui êtes ici. Quelqu'un a déjà réalisé son bilan carbone? Ok. Donc vous avez déjà certaines notions, je vais quand même revenir un petit peu dessus pour que tout le monde ait les mêmes bases en termes de connaissances sur le sujet. Une stratégie bas carbone, on aime bien en parler sur 3 grandes étapes. On a l'étape de mesure, notamment avec la réalisation du bilan carbone. On a la phase de réduction qui est une fois avoir réalisé le bilan carbone et donc savoir ce qu'émet votre entreprise, vous avez la possibilité de définir une trajectoire carbone avec un plan d'action cadencé, pour ensuite arriver à vos objectifs et en réduisant du coup votre empreinte carbone. Une fois que vous avez réduit massivement vos émissions, vous allez pouvoir également parler de compensation. La compensation permettra également de compenser l'incompressible de votre activité pour qu'elle puisse mener à bien ses projets. Un autre enjeu intéressant, on a parlé d'un enjeu climatique tout à l'heure, vous avez un enjeu réglementaire également. Pour les entreprises donc de plus de 500 salariés, pour les personnes également morales de plus de 250 salariés et pour les collectivités de plus de 50 000 habitants, ont l'obligation de réaliser un bilan carbone qu'on appelle réglementaire sur un périmètre défini, le scope 1 et le scope 2. Est-ce que les scopes, ça vous parle dans la notion de bilan carbone? Pas du tout. Je vais y revenir juste après sur la partie périmètre, mais globalement, quand on parle de bilan carbone, on a 3 scopes. Le scope 1, 2, qui va être donc le scope réglementaire qui va concerner toutes les combustions d'énergie fossile, consommation d'électrique, des bâtiments que vous possédez ou des véhicules que vous possédez, par exemple. Vous avez le scope 3 qui va considérer tout le reste. Et on va y revenir par la suite, qui est du coup généralement les postes les plus importants dans le fonctionnement de votre activité. Ce qui est important aussi... Juste sur la réglementation, c'est vrai qu'en soi, elle n'est pas du tout contraignante aujourd'hui, la réglementation. Le scope 1 et 2, c'est des émissions qui sont très faciles à quantifier et qui représentent très peu l'activité d'une entreprise. Souvent, c'est le scope 3 qui est extrêmement important avec des gisements hyper importants. Par contre, la réglementation, elle va évoluer. Vous avez vu, Tristan vous a présenté les enjeux européens, les enjeux français. Pour arriver à ces résultats-là, les contraintes vont arriver aussi pour les entreprises et les collectivités dans quelques mois, hein, parce qu'ils vont être obligés de serrer. Ils ne vont pas y arriver tout seuls juste en annonçant des objectifs. Donc là, c'est un point important, c'est-à-dire que mettre en œuvre une stratégie bas carbone, ça vous permet aussi d'anticiper tout ça et d'éviter de subir. Ça, exactement. Et également, donc, les différents enjeux de la réalisation d'un bilan carbone, de donc, comptabiliser les émissions de votre activité. Déjà, vous allez pouvoir, comme je le disais tout à l'heure, connaître ce que génère votre activité en termes de CO2. Ça, c'est déjà la base pour vraiment mener à bien une stratégie bas carbone. Vous allez du coup ensuite pouvoir cibler vos actions de manière efficace en vraiment précisant les différents postes de votre activité.
Et ainsi, vous allez pouvoir être en mesure de communiquer sur des objectifs de réduction par rapport aux différents postes que vous aurez mesurés, et ainsi communiquer à l'externe, en interne à peu près tous vos collaborateurs. Vous allez voir dans la présentation, et c'est important, la communication est vraiment le socle d'une stratégie bas carbone, puisque l'objectif, ça va être d'inclure tous vos collaborateurs dans la démarche, mais également aussi de discuter avec l'externe, donc que ce soit vos fournisseurs, que ce soit également vos prestataires, que ce soit vos clients, pour pouvoir justement être force de proposition dans les diverses actions que vous allez mettre en place. Les étapes du bilan carbone, donc tout à l'heure on parlait de 3 étapes sur la stratégie bas carbone au global. Dans l'étape mesurée, vous avez également ces 5 étapes qui permettent de mener à bien la réalisation d'un bilan carbone. La première étape est la phase de préparation, donc vous allez nominer un référent. Ce qu'on conseille toujours nous aussi, c'est que la direction puisse s'engager auprès des collaborateurs, c'est-à-dire qu'elle puisse montrer qu'elle s'engage dans la mise en place d'une stratégie bas carbone. Vous allez ensuite communiquer donc aux collaborateurs cet engagement, puis définir, chose importante, le fameux périmètre. Le périmètre, c'est vraiment la base du bilan carbone et la base de votre stratégie bas carbone pour pouvoir justement comptabiliser les émissions sur le scope 1, sur le scope 2 ou sur le scope 3. Ou sur le scope 3. Ensuite vient une phase de collecte. Alors vous voyez le terme immersion, que vous le fassiez en interne ou en externe, le bilan carbone, c'est toujours important de s'imprégner du métier de tous les collaborateurs pour pouvoir justement avoir défini le périmètre le plus exhaustif possible et le plus précis par rapport à ce que vous avez envie de calculer et envie de mesurer. Ensuite, vous avez la phase justement de sensibilisation lors de la phase de cette immersion auprès des collaborateurs que vous allez rencontrer. Ensuite, vous avez également une création d'une équipe de collecte. Donc là, c'est un fameux copil, on aime bien parler de ça, nous, pour dire justement, nous, on va avoir besoin de data pour réaliser les bilans carbone, que ce soit en interne ou en externe. Et du coup, vous allez pouvoir ainsi faire participer des collaborateurs dans la démarche et les inclure dans votre démarche de collecte de data pour la réalisation du bilan carbone. Vous allez récupérer les données pour la phase de collecte. Vous allez ensuite calculer les différentes émissions via les différentes data que vous allez récupérer. Et ensuite, vous allez présenter les résultats, alors soit au COMEX, soit au COPIL, soit à toutes les personnes justement via les organismes de communication que vous allez mettre en place par la suite, à l'interne et bien évidemment à l'externe. Si je fais un petit focus sur chaque étape avec les éléments les plus importants qui vont être socles de la phase du bilan carbone, sur le planning, je vous en parlais tout à l'heure, donc je vais vous montrer 2-3 éléments. On a donc le scope 1 et 2 qui est réglementaire, je vous en parlais notamment pour les entreprises de plus de 500 salariés. Notamment, donc scope 1 et 2, c'est tout ce qui va être consommation d'énergie, combustion d'énergie fossile, donc que ce soit des bâtiments que vous possédez ou des véhicules que vous possédez. Ce terme posséder est très important. Ensuite, vous avez également les consommations électriques et émissions fugitives. Par exemple, si on prend des clims via les fuites de fluides frigorigènes, également ça on le comptabilise dans le scope 1 et dans le scope 2. Ensuite, vous avez le scope 3, comme je vous le disais, qui est tout le reste. Donc nous, on aime bien parler de scope 3 amont et de scope 3 aval. Sur le scope 3, donc vous avez cette notion, avec également sur le scope 3 amont-aval, de fret. Le fret amont, pour vous donner un exemple, par exemple, d'un client qui va être dans le retail, il va faire acheminer ses produits d'une usine en Chine vers des entrepôts qui sont basés en France. Par exemple, on va prendre en compte que ce soit de l'avion, du bateau, du camion ou même du train, ces émissions dans cette partie-là du scope 3. Les déplacements professionnels et domicile-travail, je m'arrête 2 minutes sur les déplacements domicile-travail. C'est également important de prendre en compte les émissions générées par les déplacements de vos collaborateurs. Et nous, on aime bien, quand on fait généralement cette collecte de données, envoyer des questionnaires par exemple à tous les collaborateurs pour connaître déjà la façon dont ils se déplacent pour venir à leur travail, les sensibiliser. Ça nous permet également de toucher chaque collaborateur dans la mise en place de la stratégie bas carbone. Et en plus de ça, on peut essayer de faire une variante pour proposer un plan de déplacement entreprise. Je vous en parlerai juste après sur la phase de plan d'action. Immobilisation, donc c'est toutes les émissions qui vont être générées lors de la fabrication de biens, typiquement les bâtiments, le matériel informatique, le mobilier, etc. On va les compter dans les immobilisations. Et le poste le plus important généralement du scope 3, ça va être la phase d'achat. Dans les achats, ça peut être des achats marchands, ça peut être des achats non marchands, ça peut être également des prestations de services. Quand vous allez faire de la sous-traitance ou autre, vous allez pouvoir le comptabiliser dans ce scope-là. Et vous remarquez bien que toute cette phase de scope 3 amont est bien générée sur la phase amont de votre activité par rapport notamment aux fournisseurs, à vos collaborateurs, etc. Et vous avez ensuite une phase aval avec notamment
les clients qui sont majoritairement représentés sur la part déplacement client-visiteur, sur la part utilisation des produits. Par exemple, un distributeur de téléphone mobile, quand on va recharger le téléphone, on va prendre en compte, faire des hypothèses, de dire le téléphone sur sa durée de vie, il peut être chargé tant de fois, et on va les comptabiliser dans l'utilisation et également la fin de vie des produits qui vont être mis sur le marché typiquement. Est-ce qu'ils sont recyclables, est-ce qu'ils vont être réutilisés, troqués ou directement détruits, incinérés, etc. Donc des hypothèses sont définies et nous allons pouvoir les comptabiliser dans ce fameux scope 3. Est-ce que vous avez des questions peut-être sur ces scopes? C'est bon? Ok. Sur l'étape numéro 2 de la phase de bilan carbone, le calcul, alors l'objectif c'est qu'une fois qu'on a collecté les données par rapport au périmètre que vous avez défini, vous allez récupérer des datas quelconques, c'est-à-dire avec des unités différentes, tonnes, mètres cubes, des données de production, des données de consommation en kilowattheure, etc., des mètres cubes de gaz. L'objectif c'est qu'il y a des facteurs d'émission qui existent pour justement convertir ces data que vous avez collectées en kilogrammes ou tonnes équivalent CO2. L'équivalent CO2, petite parenthèse, ça permet en fait de comptabiliser tous les gaz à effet de serre. On ne compte pas que le CO2 quand on fait un bilan carbone, on va compter par exemple le protoxyde d'azote, on va compter le méthane, on va compter plein de gaz, et c'est pour ça qu'on a cette notion équivalent CO2. C'est important de le souligner aussi. Alors là, l'objectif aussi, c'est qu'une fois, comme je vous le disais, vous avez fait votre collecte, vous avez fait vos calculs dans votre bilan carbone, vous allez maintenant présenter les résultats. Présenter les résultats en fonction des activités et des sociétés, plusieurs façons de le faire. Là, par exemple, pour l'exemple que vous voyez ici, on était sur un groupe qui possédait plusieurs sociétés, un groupe dans le retail, et du coup, ce groupe avait des usines, avait des marques, avait différentes sociétés dans son groupe, et de ce fait, on peut montrer la répartition des différentes sociétés via cette vision, que ce soit les usines, que ce soit les marques, etc. Autre exemple, important de souligner également cet exemple, c'est de parler d'indicateurs. Quand vous présentez des résultats de bilan carbone, vous avez ces notions d'indicateurs qui vont entrer en jeu, puisque quand vous allez vouloir, pour deux choses, comparer entre différentes années vos bilans carbone à périmètre équivalent, ou même vous comparer à d'autres potentiels concurrents pour réaliser un benchmark, vous allez du coup devoir parler d'indicateurs pour être sur la même base. C'est-à-dire que là, par exemple, on est en kilogrammes de CO2 par produit mis sur le marché, donc produit fabriqué, pour une entreprise toujours dans le retail, je suis sur le même exemple, et bien là on peut comparer 2 années entre elles, puisqu'on peut gommer par exemple l'effet Covid 2021 avec fermeture des magasins, on peut gommer plein de choses qui vont du coup impacter potentiellement l'activité en ramenant les tonnes équivalent CO2 en kilogrammes CO2 par nombre de produits fabriqués. Et ensuite on démultiplie ces résultats sur le périmètre qui a été calculé, les matières premières, la fabrication. D'ailleurs pour la slide suivante, on voit bien que le scope 3 matières premières, c'est les achats marchands, représente une énorme part. Là on est vraiment à quasiment entre 50% et 75% avec la fabrication des produits sur le bilan carbone de ce client. Et donc quand on montre par exemple des résultats, en présentant les résultats à des sociétés, on peut même faire des focus en allant plus loin, et c'est important, pour par exemple dire, voilà, on voit que la matière, ça va être quelque chose qui est important dans votre bilan carbone, on va faire un focus dessus, on va regarder les tonnes de matière achetées entre 2018 et 2021 et creuser par exemple, voilà, on voit qu'en 2018 versus 2021, il y a déjà une action qui a été mise en place d'éco-conception, je vous en parlerai plus par la suite sur l'éco-conception, ce qu'est la définition de l'éco-conception, 48% de coton, 42% de coton versus 9% de coton bio. Il y a déjà une petite transition qui a été générée entre ces 3 années, avec également d'autres également transitions. On voit le polyester recyclé qui commence à également arriver sur les tonnes de matière, mais ça permet de montrer à des entreprises le bienfait des actions qu'elles ont commencé à mettre en œuvre. Je change complètement de secteur d'activité. Également, quand on veut faire un focus, donc là, imaginons, je me mets dans la peau d'un consultant qui a présenté le bilan carbone dans les travaux publics, et qui voulait faire un zoom sur cette partie déblai-remblai. Alors pour vous expliquer rapidement, on va être sur un chantier, on va avoir une tranchée, on va enlever ce qu'on appelle du déblai qui va être donc généré. Il y a 3 façons de le traiter ce déblai, il y a soit le réutiliser directement en remblai, ce qui va être conseillé puisque ça va éviter les tonnes équivalent CO2, notamment du transport pour l'acheminer en décharge ou dans d'autres endroits. Vous avez donc la fameuse gestion pour mise en décharge des déblais, ou également une autre action qui peut être également mise en place sur des sociétés de travaux publics, le déblai qui va être acheminé dans les agences pour être recyclé par des concasseurs directement en propre en interne. Donc ça, c'était par exemple, ce client avait cette gestion-là, et ensuite aller réutiliser ce remblai dans ses tranchées, ou alors acheter du remblai. Et par exemple, là, c'était vraiment de faire un focus et de montrer que oui, on peut
en même temps, quand on fait un bilan carbone, faire un focus sur certains éléments du périmètre, et ensuite proposer des pistes d'action et dire bah voilà, on voudrait arriver à 30% de déblai remblai pour éviter cette partie de transport. On voudrait également diminuer notre achat pour réellement savoir et maîtriser nos achats en réutilisant des déblais ou en utilisant le recyclé en interne. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent être jusqu'où travailler et c'est justement, comme je vous disais, le fait d'englober les collaborateurs autour vraiment de projets communs, puisque là on va toucher vraiment plein de métiers différents dans la société. Et ça c'est très important. Également, donc, une fois qu'on a présenté les résultats du bilan carbone, ce qui va être important, comme je vous le disais, c'est la transition entre la phase mesurer et réduire. Ça va être de réfléchir à un plan d'action et définir une trajectoire carbone. Trajectoire carbone, c'est de se fixer des objectifs à moyen long terme, puisque généralement quand on parle de carbone, on ne se dit pas dans 6 mois je vais baisser de 30%. C'est plutôt un travail sur le long terme, un changement potentiellement d'habitude. Et nous, on aime bien définir un peu des matrices de ce type pour dire, voilà, on vous propose une dizaine d'actions qu'on a simulées, qu'on a regardé ensemble en fonction des différents calculs, différents groupes de travail, et de se dire, choisissez en CODIR, en COMEX, quelles actions vous souhaiteriez mettre en œuvre qui ont peut-être un fort impact sur le carbone, mais qui vont être difficilement mises en œuvre puisque du coup elles vont générer un fort investissement de votre part, ou alors peut-être choisir des actions type la 10 par exemple, qui a un impact assez fort et qui est également facile à mettre en œuvre puisque pas forcément d'investissement ou également d'investissement humain en fonction de l'entreprise par rapport au groupe de personnes qui vont travailler dessus. Et grâce à ces ensembles d'actions, vous allez pouvoir du coup définir une trajectoire. Et cette trajectoire, elle est importante puisque déjà vous voyez qu'on est sur un indicateur. Tout à l'heure, je vous parlais de kilogrammes de CO2 par par produit mis sur le marché. Là, on est sur un kilogramme de CO2 par kilo euro de chiffre d'affaires. On peut travailler avec tout type d'indicateurs et challenger notamment ces indicateurs avec la trajectoire qu'on va définir en fonction de la simulation du plan d'action que l'on a effectué. Et là, globalement, on est sur moins 10% en 2025, moins 20% en 2030 pour cet exemple que je vous présente aujourd'hui. Alors nous, on communique de différentes façons avec nos clients. Là par exemple, c'est un client dans les travaux publics, vous avez son nom en haut, le même client par rapport à la slide précédente. On a du coup communiqué les résultats via des vidéos à tous les collaborateurs. J'ai également fait des présentations dans différents groupes de travail pour pouvoir justement promouvoir ce qui a été fait et inclure, comme je vous le disais, tous les collaborateurs dans la démarche en interne. Mais l'objectif également, c'est de publier cette vidéo à l'externe pour également mobiliser les clients, leur montrer que oui, ok, ce groupe a décidé d'engager une démarche volontaire et vertueuse dans la mise en place de sa stratégie bas carbone. Et donc plusieurs aspects et plusieurs intérêts multiples. Vous allez du coup pouvoir également attirer de nouveaux collaborateurs. C'est important pour des personnes qui sont sensibilisées et sensibles à ces sujets. Dans vos entretiens, ça permet également de montrer que l'entreprise, comme je vous le disais, que ce soit pour des clients, pour des nouvelles recrues, vraiment affirmer votre envie d'aller vers cette direction. Même principe pour les appels d'offres. Quand vous allez potentiellement répondre à des appels d'offres, il y a de plus en plus d'appels d'offres d'ailleurs qui demandent une partie environnementale de plus en plus poussée. Et effectivement, vous allez pouvoir affirmer les résultats de votre bilan carbone, la mise en place de votre stratégie au global avec les plans d'action que vous allez mettre en place et du coup potentiellement attirer aussi une clientèle beaucoup plus sensibilisée. C'est pour ça que je vous disais, la communication, c'est vraiment le cœur aussi de la stratégie bas carbone. Si on reprend un peu le cheminement que je vous présentais tout à l'heure, donc on a modélisé le potentiel de réduction avec la fameuse trajectoire. On a également après structuré la stratégie bas carbone avec la communication, donc défini les plans d'action. On a travaillé aussi avec le déploiement des actions et l'objectif après ça va être de suivre des indicateurs. Je vous parlais des indicateurs tout à l'heure, c'est ça, vu qu'on a défini une trajectoire. Alors tous les 2-3 ans en fonction de la récurrence pour laquelle vous choisissez de refaire votre bilan carbone, réaliser une nouvelle fois votre bilan carbone, vous allez pouvoir suivre ces indicateurs sur la réalisation de votre nouveau bilan carbone. Et quelques exemples de champs d'action. Alors avec Luc, on va vous préciser les deux premiers, mais vous allez pouvoir travailler donc sur la gestion de l'énergie, sur l'éco-conception, sur la gestion et la réduction des déchets, la mobilité raisonnée. Là, je vous parlais de plan de déplacement entreprise, donc vous allez pouvoir également travailler sur ces aspects-là. Vous allez pouvoir travailler sur le numérique responsable qui prend une part de plus en plus importante dans les bilans carbone. Et également en sensibilisant les parties prenantes. C'est important. Alors je vous fais un petit focus sur l'éco-conception. Est-ce que vous avez déjà entendu ce terme ?
Ça vous parle? Ok. Alors très rapidement quand même, l'éco-conception, je vais vous montrer deux exemples. C'est important puisque l'éco-conception nous permet d'aller, une fois qu'on a réalisé son bilan carbone, beaucoup plus loin dans la donnée, d'aller chercher des fois des données plus précises et également du coup d'affiner vos données pour les prochains bilans carbone. Là on est donc sur le client, je repasse sur le client qui était donc dans le retail, dans la grande distribution, sur de la partie chaussures notamment. L'éco-conception par exemple de leurs produits, ils ont travaillé sur la matière, ils ont travaillé sur les pays de production, donc la partie fabrication, on le voyait tout à l'heure dans les résultats, et également ils ont travaillé sur le transport, donc le transport amont entre l'usine et l'entrepôt. Typiquement, en travaillant sur ces trois aspects, sur trois typologies de produits, les boots, les bottillons et les derbies, on voit qu'ils ont pu générer des baisses significatives, notamment sur le bottillon, en travaillant sur la matière qui va être mise en place sur leurs produits et sur le lieu de fabrication de ce produit. Puisque le lieu de fabrication veut dire mix énergétique du pays, et forcément le mix énergétique de la Chine, par exemple, versus le mix énergétique de la France, avec le nucléaire, fait que on baisse drastiquement les facteurs d'émission, et on baisse du coup l'empreinte carbone de la chaussure en elle-même. Autre élément de comparaison, alors là on est plus par exemple toujours dans le retail mais sur les magasins. On peut également aller beaucoup plus loin que réaliser le bilan carbone au global en réalisant le bilan carbone d'un concept magasin. C'est-à-dire que vous avez un ancien concept à gauche, ensuite on décide de travailler sur un nouveau concept, donc on va calculer son empreinte carbone et pouvoir du coup proposer des matières qui vont être plus respectueuses de l'environnement avec des facteurs d'émission plus faibles et ainsi diminuer de façon importante, moins 30% par exemple pour cet exemple, l'empreinte carbone du concept. Alors là, on va vraiment regarder tout. On va regarder les meubles, on va regarder la peinture, on va regarder par exemple les enseignes, les bandeaux, etc. On va regarder les systèmes énergétiques. On va vraiment regarder plein de choses dans ces concepts magasins. Et du coup, on va pouvoir, grâce à des bilans carbone beaucoup plus précis, focus sur le concept par exemple, donner des préconisations et des indications pour réduire. Et ça fait vraiment partie de la stratégie bas carbone au global. Puisque là, quand vous aurez à réaliser un nouveau bilan carbone, vous allez pouvoir inclure ces éléments du nouveau concept dans votre bilan carbone. Et donc l'intérêt d'affiner l'analyse, forcément vous allez pouvoir connaître l'impact de vos produits et de vos concepts de façon beaucoup plus précise et les intégrer comme je le disais dans votre nouveau bilan carbone. Vous allez également anticiper, alors là vraiment sur certains secteurs, mais l'affichage environnemental, vous en avez déjà entendu parler, c'est notamment de ces différents, donc c'est ce que disait aussi peut-être un peu Luc tout à l'heure, mais sur la réglementation qui commence à évoluer et qui arrivera prochainement d'afficher l'empreinte carbone de ces produits via des étiquettes, des QR codes ou autres, et donc ça vous permet déjà d'anticiper cette réglementation. Vous allez aussi pouvoir communiquer de façon transparente avec vos clients parce que vous aurez réellement la data des différentes choses sur lesquelles vous voulez faire des focus et du coup identifier des leviers pour réduire votre empreinte environnementale et du coup être novateur dans ce que vous souhaitez vendre en tant que produit ou autre. On va vous faire un petit focus sur l'énergie. Alors, concernant la partie action énergie, qui est comme un aussi des piliers du bilan carbone, on va avoir deux enjeux. Bien sûr, baisser son impact environnemental, mais le deuxième aussi, c'est de maîtriser ses budgets de factures énergétiques directes, que l'on paye directement. Avant de rentrer vraiment dans la mise en œuvre d'action, je fais un petit parallèle avec le contexte actuel des marchés de l'énergie parce que c'est aussi hyper important quand on parle de management de l'énergie pure et dure. Il faut savoir qu'en 1 an et demi, les marchés de l'énergie, donc de l'électricité pour le coup, se sont envolés, clairement envolés. Il y a 1 an et demi, on achetait l'électricité autour de 50 € du mégawattheure sur les marchés. Maintenant, on l'achète pour l'année prochaine autour des 300 € du mégawattheure. C'est-à-dire que ça a fait x6. Demain, vous négociez vos factures d'énergie avec votre fournisseur, vous faites x2 sur votre facture d'énergie. Pourquoi? Parce que la part marché représente à peu près 1/4 de la facture. Ça, ce sont des courbes pour l'énergie de cette année, l'année prochaine, 2024 et 2025. On ne peut pas acheter au-delà de 2025. Ce qui est hyper important de regarder aujourd'hui, c'est que quand tu attends le dernier moment pour acheter tes consommations d'énergie, tu subis les marchés. Et ça, c'est quelque chose qui ne peut pas être acceptable, notamment quand on commence à parler à des clients qui achètent en millions d'euros leur facture d'électricité. Si tu vas voir ton DAF demain et que tu lui dis bon l'année prochaine on fait x2 et qu'auparavant tu n'as pas anticipé au moins le côté pédagogie de ce qui se passe dans le contexte, c'est quand même un point important. Qu'est-ce qui explique ces augmentations de marché? Il y a plusieurs facteurs. Déjà la reprise économique, de l'activité en tout cas économique post-Covid. Ensuite, on a aussi le marché du carbone. Le marché du carbone, c'est quoi? Des grosses entreprises, des gros consommateurs ont l'obligation d'acheter des droits à polluer. Et ça s'appelle le marché du carbone. Et cette taxe carbone, elle est en augmentation. Et quand une entreprise achète un droit de plus en plus cher,
elle commence à réfléchir à se rabattre sur des énergies moins polluantes. En France, l'électricité est une énergie considérée comme décarbonée. Donc augmentation de la demande, quand l'offre, on va le voir juste après, est un peu en difficulté. L'énergie, en tout cas l'électricité, est une énergie secondaire. C'est-à-dire qu'on fabrique de l'électricité avec des énergies primaires. Le fioul, le gaz, le nucléaire, le charbon. La spécificité, en tout cas financière, des différentes corrélations des marchés de l'électricité, c'est qu'on est indexé au gaz, au charbon et au fioul, et très peu au nucléaire. Notamment, pourquoi? Parce qu'on est sur un marché européen. Et le gaz, vous connaissez tous le contexte russe. Déjà, avant que la Russie déclare la guerre à l'Ukraine, on avait quand même de fortes tensions, ne serait-ce qu'en termes d'approvisionnement. Le fuel, avec la reprise d'activité économique, on arrive sur des prix du baril qui ont explosé. Et tout ça a un impact extrêmement fort sur les prix de l'électricité. La disponibilité de notre parc nucléaire aussi. EDF a annoncé des problèmes en matière de production. Pourquoi? Parce qu'ils ont identifié de la corrosion sur certains réacteurs nucléaires qui n'étaient pas prévus ou anticipés en tout cas dans le plan de prévention et de réparation de rénovation de leur centrale. Ce qui a eu un impact extrêmement fort sur les marchés de l'énergie, notamment celui-là, ce gros pic où on a atteint des prix à 400 € du mégawattheure, ça a été jamais vu. Et puis, dernier point, c'est différentes annonces qui ont été faites pour le gouvernement aussi pour nous aider. Alors, le particulier, on en a entendu pas mal parler. Les dernières annonces ont été une augmentation de l'électricité pour le particulier de 4% en février, quand on aurait dû avoir une augmentation de 40%. Donc, on est plutôt protégé en France, c'est bien, mais les entreprises le sont beaucoup moins. Et beaucoup d'entreprises ne savent pas qu'elles achètent sur des marchés de l'énergie. Si tu as plus de 10 salariés, automatiquement, tu achètes sur des marchés de l'énergie. Mais ton fournisseur, il t'en parle pas, il ne te le dit pas. Donc ça, c'est des points hyper importants. Comment on fait pour éviter justement ces augmentations de prix? Il y a deux leviers. Soit tu mets en place une stratégie d'achat, ou en plus de ça, tu mets en place une stratégie de management de l'énergie. On va faire plutôt un focus sur le management de l'énergie parce que c'est plus en lien avec notre thématique d'aujourd'hui. Et ça prendra un peu de temps de parler d'achat d'énergie, mais si vous voulez en parler par la suite, ce sera avec grand plaisir. Ce que je dis souvent, c'est que pour les entreprises, je l'ai dit un peu en préambule, mais il faut vraiment structurer votre démarche en interne. Si vous avez personne de compétent pour mettre en œuvre des actions, c'est compliqué d'avancer efficacement sur ces sujets-là. Vous avez deux possibilités de le faire. Soit vous avez un energy manager que vous recrutez directement parce que vous avez assez de terrain de jeu pour lui, assez de potentiel pour un plein temps. Soit vous passez par des sociétés comme la nôtre qui vous met à disposition un chef de projet qui va animer pour vous ce sujet-là de manière à la fois stratégique, communication et technique. Un bon energy manager doit faire en sorte d'interagir avec son écosystème, l'écosystème de l'entreprise. Il n'y arrivera pas tout seul, ça c'est clair et net. Alors, déjà, son terrain de jeu, c'est vos sites, vos bâtiments, vos industries. Que ce soit un siège, que ce soit un magasin, que ce soit une usine, que ce soit des entrepôts, etc. Tous ces sites-là consomment de l'énergie. Et ça, c'est le terrain de jeu de votre energy manager. Et puis, il y a l'écosystème interne. C'est-à-dire qu'il va être en relation avec les différents services de votre entreprise parce que sans eux, il n'avancera pas. La finance, bien sûr, les invests. Les achats non marchands. Quand vous achetez par exemple des LED, vous négociez des prix avec vos fournisseurs, mais il faut aussi négocier des performances. Si vous achetez un luminaire qui consomme 30 watts alors que vous auriez pu avoir un luminaire à 25 watts, ça a des impacts sur vos factures derrière. La com, bien sûr, pour pouvoir faire passer les messages. L'énergie, c'est plutôt cool parce qu'on peut mesurer tout ça. Donc c'est facile de montrer les impacts des actions qui ont été mises en œuvre et on le voit très rapidement. Le développement, ou en tout cas les travaux, la maintenance, bien sûr le service RSE si vous en avez un. Tous ces services sont concernés et sont partie prenante des consommations énergétiques de nos entreprises. Et puis il y a l'écosystème externe, je vous en parlais, des fournisseurs justement, mais également de vos mainteneurs. Souvent on a des entreprises qui sont externes à la nôtre pour pouvoir maintenir électriquement ou climatiquement nos sites, et puis nos usines de fabrication, nos fournisseurs, et puis les différents achats marchands, notamment en termes de contrats. Un petit focus pour ceux qui sont concernés par des bâtiments de type tertiaire. Votre système de management de l'énergie doit vous permettre de répondre facilement à la réglementation. Il y a une réglementation qui est tombée il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle le dispositif éco-énergie tertiaire, qui oblige les entreprises qui ont des bâtiments de plus de 1000 m² de type tertiaire à réduire de 40% leur consommation d'énergie d'ici 2030, 50% d'ici 2040, 60% d'ici 2050. Les enjeux sont importants. Moi, j'estime que l'objectif de 2030, il devrait être atteignable assez facilement quand tu mets en place une stratégie de management de l'énergie. Par contre, pour atteindre moins 60%, là, il va falloir structurer une vraie démarche aussi en termes d'investissement. Alors là, on va regarder vraiment tous les usages. Et justement, quels sont les leviers pour faire des économies d'énergie?
On va avoir tout d'abord la sensibilisation. C'est le levier qui va vous coûter le moins cher et qui va être extrêmement efficace. Vos collaborateurs ont généralement un impact sur vos consommations d'énergie. Ensuite, la rationalisation. Ça ne sert à rien de suréclairer sur un point de vente, par exemple, pour vendre. Il faut éclairer de manière qualitative et juste. Ça ne sert à rien de suréquiper en termes de puissance de chauffage sur vos sites pour pouvoir chauffer. Il faut équiper votre site pour chauffer de manière juste et efficiente. Une fois qu'on a rationalisé, une fois qu'on a sensibilisé, on continue à communiquer. C'est hyper important. Si vous demandez à vos équipes de faire attention, il faut les informer sur l'évolution des consommations d'énergie par rapport aux années précédentes. Et oui, généralement, les factures, elles sont payées en centrale, ils ne les voient pas, ces factures. Et ça, c'est des choses hyper importantes. Donc, pour éviter que le soufflet retombe, on continue à communiquer de manière régulière. Ensuite, on va parler, alors là, on a fait des économies, déjà avec des actions extrêmement simples à mettre en œuvre. Et ensuite, on va parler investissement. Investissement dans des technologies moins énergivores. L'éclairage, on va penser à la LED, le chauffage, on peut penser aux pompes à chaleur, etc., etc. Une fois qu'on a pris un peu en maturité, là, on va parler investissement dans des technologies innovantes. Je vais mettre là-dedans des panneaux solaires, du stockage d'énergie, de la flexibilité, etc., etc. Tout ça vont vous permettre d'aller encore plus loin sur des économies d'énergie pure et dure. Et même d'avoir des financements derrière. Je m'arrête sur cette dernière, des investissements en matière de panneaux solaires photovoltaïques. Par exemple, là, on est sur le parking d'un magasin. On a mis en œuvre à la fois une centrale photovoltaïque qui va permettre d'alimenter directement notre site. Alors, c'est un magasin, mais ça peut être un entrepôt, ça peut être une usine. Tout type de site peut être concerné. On appelle ça de l'autoconsommation photovoltaïque. Donc, on produit de l'électricité, on injecte directement dans le magasin. Et lorsque le magasin est fermé le dimanche, la centrale photovoltaïque, elle continue à produire. Donc on génère du surplus de production. Et qu'est-ce que j'en fais du surplus? Vous avez deux choix. Soit vous le revendez sur le réseau électrique, ou soit vous venez le stocker. Et là, pour ce client-là, on a mis en place un système de stockage via batterie, mais des batteries issues de véhicules électriques reconditionnés. C'est-à-dire qu'on vient donner une seconde vie à des batteries de véhicules électriques pour un usage bâtimentaire. Et ça, c'est des projets qui sont hyper intéressants, hyper vertueux, très novateurs, parce que là, c'était le premier projet en France qui sortait. Et donc, il y a des choses à mettre en œuvre à ce niveau-là. Quand on l'a fait il y a 3 ans, on n'avait pas forcément de rentabilité économique sur la partie stockage. La partie photovoltaïque, on était sur une dizaine d'années, on est sur des ombrières, sur un bâtiment existant, ça coûte souvent plus cher de faire ce type de projet sur des bâtiments qui sont déjà existants. Sur des bâtiments neufs, c'est très intéressant. Avec les prix marchés que je vous ai montrés juste avant, et c'est pour ça que je voulais faire un petit focus là-dessus, on divise par 2 le temps de retour. Bah ouais, vos factures, elles ont augmenté de x2, donc le temps de retour est divisé par 2 aussi. Tous ces projets-là deviennent extrêmement intéressants, et notamment pour votre indépendance énergétique. Vous êtes moins dépendant de la fluctuation des prix marchés. Et puis un dernier point, c'est la rénovation du bâti. C'est souvent ce qui coûte le plus cher, c'est souvent ce qui, en matière de performance énergétique, est le plus compliqué à avoir, c'est très technique. On ne fait pas de la rénovation du bâti juste pour faire des économies d'énergie. On en fait souvent parce qu'on a un besoin de rénovation de notre patrimoine. Il faut coupler les deux. Ça, c'est un point important. Donc tous ces leviers-là qu'on vous a énoncés, c'est vraiment nous, notre philosophie chez Oxygène. Et plus vous avancez, plus ça vous coûte cher, plus techniquement c'est compliqué à mettre en œuvre. Voilà. Mais par contre, les premières actions, ça vous permet de faire 20 à 30% assez facilement quand il n'y a rien qui a été fait dans vos entreprises. Donc pour résumer, une stratégie bas carbone, finalement, elle vous sert à quoi? Déjà, ça vous sert à fédérer vos collaborateurs. On attend juste qu'elle finisse. Ah merde, c'est la mienne. Ok, donc ça vous permet quoi, une stratégie bas carbone? Ça vous permet de fédérer vos collaborateurs autour d'une thématique qui intéresse aujourd'hui tout le monde. Franchement, il y a 10 ans, c'était compliqué de parler management de l'énergie, stratégie bas carbone. Aujourd'hui, c'est facile. Il n'y a plus besoin de convaincre. Par contre, quand vous recrutez des nouveaux collaborateurs, ils vont vous demander ce que vous faites aujourd'hui sur votre stratégie bas carbone, qu'est-ce que vous avez mis en œuvre dans votre entreprise, etc. Les jeunes générations sont sensibles à tout ça. Ça va vous permettre, on vous l'a dit, de répondre aux exigences environnementales actuelles, mais surtout à venir. Les contraintes vont arriver, ça c'est certain. De réduire vos charges, quand on parle énergie, on parle budget, on parle charge, et l'énergie, vos budgets énergétiques, faire 1 million d'économies ou 10 000 euros d'économies, peu importe, c'est de la rentabilité pour vos boîtes, parce que c'est des charges. Autre point, ça vous permet aussi de valoriser votre démarche environnementale à vos clients finaux. C'est hyper important. En matière de différenciation aussi, plus vous avez structuré votre démarche,
plus vous êtes en mesure de mettre en valeur ce que vous avez fait, vos innovations, alors vous vous démarquez de la concurrence, et on parlait d'appel d'offres tout à l'heure, dont les critères sont de plus en plus exigeants, notamment sur les acteurs publics ou en tout cas les grosses entreprises, et bien là, ça vous permet de faire la différence aussi. Et puis, ça vous permet aussi de challenger votre écosystème. Si vous mettez en place une stratégie bas carbone et que vous faites un bilan carbone et que vous challengez vos fournisseurs, beaucoup vous diront j'ai pas la donnée, je sais pas, on m'a jamais demandé ça. Et ben, vous plantez la petite graine et vous, finalement, vous allez les obliger aussi à avancer sur ces sujets-là et puis à mettre en place aussi une stratégie, etc., etc., pour satisfaire leurs clients finaux. C'est quand même hyper vertueux. Et puis, dernier point, ça vous permet d'innover. Et innover effectivement techniquement, certainement, mais aussi en matière d'organisation. C'est-à-dire que mettre en place une stratégie bas carbone, ça permet vraiment de prendre de la hauteur sur ce qu'on fait et comment on le fait sur ses activités. Parfois de challenger aussi son business model. Et puis bien sûr, ça vous permet aussi de réduire votre impact environnemental tant qu'à faire. Voilà un peu sur la présentation qu'on avait à vous faire aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des questions, en tout cas n'hésitez pas, on est là pour ça. Et si vous le souhaitez, on est sur le stand A20, juste à côté. Est-ce que vous avez des questions? On peut partager, on peut pousser le micro, si tu veux. Moi, je me pose surtout une question au niveau de l'impact du numérique. Comment est-ce que, on peut mesurer en fait cette chose-là. On peut mesurer l'électricité qui est due à ça, mais concrètement l'impact. Sur l'impact du numérique. Alors effectivement, comme je le disais, c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place dans la part des bilans carbone, puisqu'on est notamment avec le Covid, avec tout ce qui va être visio, etc., les différentes choses. Nous, quand on réalise le bilan carbone, on va prendre plusieurs choses en compte. Donc dans un premier temps, on va prendre en compte le stockage serveur. Alors des fois, vous les avez en interne, des fois, vous les avez par des prestataires. Donc on va contacter ces prestataires pour justement aller chercher la data. Donc ça peut prendre un peu de temps parce qu'ils ne sont pas forcément tous sensibilisés à cette collecte, de plus en plus. On va aussi prendre par exemple le mailing collaborateur, on va prendre aussi les mails envoyés aux clients, les mails, si par exemple, là je reprends l'exemple du retail tout à l'heure, vous allez envoyer des communications avec des pièces jointes qui sont régulières, ça on va le prendre en compte aussi. On va prendre la bande passante qui peut être générée aussi par du coup tous les logiciels. On va essayer aussi un peu, alors après du coup essayer de challenger la part de conception de ces logiciels. Si par exemple on travaille dans une entreprise qui est éditeur de soft, par exemple on va leur dire voilà, essayez de construire votre logiciel de façon un peu plus vertueuse avec les formules, etc., la partie dev, donc le langage utilisé exact. On va pouvoir vraiment essayer de challenger un peu tout ça. Donc il y a plusieurs éléments qu'on va essayer de prendre en compte et notamment de contacter les potentiels prestataires que vous avez avec vous sur ce. C'est vrai que le numérique, c'est quand même quelque chose d'assez... c'est pas simple à définir en tout cas. Parce que c'est un peu une nébuleuse quand tu n'es pas informaticien et que tu as du mal à visualiser un peu toutes les strates et de voir que ton email il passe par 3 pays différents pour pouvoir arriver chez ton destinataire qui était finalement ton voisin. C'est quand même difficile de se projeter là-dessus, et donc il y a énormément de travail à faire sur l'impact du numérique. Aujourd'hui, je ne suis même pas sûr qu'on soit capable de vraiment quantifier quel est le réel impact de notre activité numérique. On parle beaucoup de dématérialisation, finalement, on va transposer je vous parle de l'impression. Quand on imprimait des feuilles et qu'au final on n'imprime plus, mais qu'on envoie des dossiers par email, finalement on déplace des impacts carbone sur d'autres activités. Et vous dire aujourd'hui quel est le plus impactant des deux, c'est hyper compliqué. Franchement, c'est hyper compliqué. On manque tous de maturité sur ces sujets-là, même nous consultants, je pense. Et donc il y a beaucoup de choses à mettre en œuvre parce que quand tu n'es pas informaticien, c'est un vrai métier finalement derrière. Est-ce que ça vous a paru clair déjà comme présentation? Et est-ce que ça vous amène justement à vous projeter par rapport à ce que vous faites aujourd'hui en matière d'entreprise? Est-ce que c'est des choses que vous faites déjà un petit peu chez vous? Structurer une vraie démarche de A à Z qui vous permet justement derrière d'être efficace et de mettre en œuvre des actions concrètes pour pouvoir aussi les justifier derrière, c'est